Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la psychologie du coureur, encore bien épaulé par le psychologue et entraîneur Laurent Vicente. Salut Laurent. Bonjour à tous. Alors nous arrivons à terme de ce confinement, bien heureusement, et il est temps pour chacun, si ce n'est pas déjà fait, de commencer à planifier ses prochains objectifs. Même si je vous l'accorde, la période ne permet pas de se projeter, Laurent va nous expliquer toute l'importance d'une bonne planification de ses objectifs en course à pied. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur le sujet en posant la question « Faut-il avoir un objectif pour continuer à s'entraîner ?» Le lien vers celle-ci vient d'apparaître. Alors Laurent, justement, je vais te demander de répondre à cette question. Faut-il un objectif pour continuer à s'entraîner, Laurent ? Alors, il est clair que la plupart du temps, sans objectif, on ne fait rien. Donc, l'objectif, justement, c'est de trouver des objectifs. Ça, c'est un des premiers objectifs. Donc, en effet, quand on n'a pas d'entraînement qui est orienté vers un objectif cible, on va voir juste après quels sont les différents paramètres de tir pour accéder à un objectif cible. Tant qu'on n'a pas ces objectifs-là, le premier objectif est d'en trouver donc un, et souvent il faut trouver des objectifs parallèles à ceux qui pour le moment ne nous sont pas autorisés. Par exemple, pour le moment, en pleine crise dite sanitaire, on a du mal à avoir des compétitions, donc par définition, l'objectif ne peut pas forcément être une compétition, mais ça peut être encore et toujours un défi, ça peut être encore et toujours un off de ouf que l'on peut faire si possible à plus de 10 km autour de chez soi, ou 30 ou 1 km, bon, bref, quand on nous libère un peu au-delà d'une circonférence restreinte. Ça peut être l'entraînement aussi, des paramètres d'entraînement. Personnellement, j'ai envie de reprogresser sur 10 km à force d'avoir fait du long. Typé marathon et plutôt marathon de montagne, j'ai perdu beaucoup de vitesse, ou plutôt devrais-je dire d'allure spécifique 10 km. Le 10 km restant quand même une distance phare sur le plan de l'entraînement autant que sur le plan des chronos. C'est intéressant sur le plan des chronos de pouvoir comparer un peu tout le monde. On peut le faire grâce aux 10 km, au chrono 10 km. Et également, pour progresser, on progresse davantage sur marathon en améliorant son 10 km qu'en améliorant son endurance marathon. Donc, je le redis encore autrement, on progresse plus et toujours grâce à une amélioration de l'intensité qualitative que de la qualité volumique seulement, en oubliant l'intensité au profit de l'endurance pure. Donc souvent, progresser sur 10 km et gagner en endurance fait plus progresser sur marathon que progresser énormément en endurance au point de régresser en intensité sur 10 km. Donc ce jeu-là entre intensité et volume, intensité et endurance, c'est toujours un paramètre important à prendre en compte pour l'athlète. Et j'avoue que pour le moment, je me concentre énormément sur le 10 km pour essayer de regagner toute cette intensité que j'ai perdue avec les années, parce que j'ai concentré tous mes efforts et tous mes entraînements sur des objectifs longs, à la fois sur le marathon de montagne et aussi sur des objectifs longs en faisant des Coupes de France qui cumulaient donc des courses longues toute l'année, de février à octobre, novembre. C'était une année complète de 8 mois à peu près de compétition non-stop, et ça nous diminue par définition le nombre d'entraînements. Plus on a de compétition et régulière en plus, et plus on est obligé de récupérer après la compétition, plus on est obligé de ralentir avant la compétition, et donc ça réduit le nombre d'entraînements. Donc j'ai gardé le volume, mais l'intensité, par la réduction du nombre d'entraînements, a elle aussi été réduite. Donc je reviens sur le 10 km, les allures 10 km, les entraînements spécifiques 10 km, et cela suffit comme objectif, même s'il n'y a pas de compétition. Ça peut être d'autres objectifs que certains peuvent se fixer. Par exemple, ceux qui veulent aller vers l'ultra et qui veulent donc faire du long, travailler la nuit, travailler le matériel, travailler la gestion de l'alimentation. Donc là, ils ont le temps de le faire. Ou ceux qui sont allés trop vite sur l'ultra et qui ont oublié de travailler la vitesse, et qui ont oublié de travailler, par exemple, les trails courts et les trails longs et les ultras de 80-90 km au lieu de 160. Donc là aussi, c'est le temps de travailler en objectif intermédiaire sans avoir de compétition.
des qualités que l'on a oublié de travailler depuis longtemps ou des faiblesses qu'il faut travailler toujours et encore pour éviter l'écartèlement entre les qualités et les faiblesses qui justement étirent le corps et risquent de faire péter l'élastique quand on oscille entre les deux. Donc il est important de toujours travailler autant les qualités que les faiblesses. Il vaut mieux travailler les faiblesses en début de saison et les qualités de plus en plus quand on approche la compétition cible. Et ça, on va en parler justement au fur et à mesure des différents moyens de travailler et de toute l'année en gardant la motivation en fonction d'un objectif cible. Ouais. Tu m'as envoyé justement une liste de mots formant un acronyme qui définit les axes d'une bonne planification. Donc cet acronyme, c'est paramètres de tir, tu l'as nommé comme ça, hein. Chaque lettre veut dire un mot, bien sûr, un acronyme. Je vais les énoncer un par un et je vais te demander, s'il te plaît, de nous les expliquer. Donc le premier, avec la lettre P, c'est pertinent. Oui, l'objectif, c'est d'être pertinent dans l'objectif que l'on vise, tout simplement parce que un objectif, on l'appelle cible. Un objectif cible, on en a un ou deux par an, pas beaucoup plus. En général, on arrive à avoir un pic de forme pour un objectif cible de 3 semaines. Pas beaucoup plus que 3 semaines. Et encore, pour avoir plus de 3 semaines, il faudrait être intelligent dans la façon de combiner les entraînements et les différentes compétitions à l'intérieur de cette période de 3 semaines. Et en plus de ça, il faut avoir du volume, beaucoup, beaucoup travailler à l'entraînement, le volume pour pouvoir pousser ce pic de forme à plus de 3 semaines. Et en général, quand on le pousse plus de 3 semaines, c'est plutôt parce qu'on n'a pas réussi à le débuter quand on le voulait, le pic de forme, et que justement il a débuté plus tard et que les 3 semaines donc repoussent à plus tard la forme, et des fois on est plus en forme à une compétition après celle qu'on visait le plus, mais l'essentiel c'est de quand même être en forme et d'avoir placé assez de compétitions pour, dans ce 3 semaines-là, placer, pourquoi pas, la meilleure performance possible, quoi. Alors il est clair que cette logique de pic de performance, on ne peut donc pas la répéter plus de 2 fois par an, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas préparé assez notre corps pour arriver à un dépassement assez grand, pour arriver donc à une perf et dans un pic de forme, quoi. On est plutôt dans un pic moyen et on fait une perf plutôt moyenne, même si elle nous satisfait, même si elle nous permet d'être finisher ou d'avoir eu déjà des premières belles sensations. On n'est pas encore dans un pic de forme qui dépasse les limites au point d'avoir par exemple battu un record personnel ou d'avoir fait un minima qualificatif pour un championnat de France ou international. Et autre point aussi, on ne peut pas avoir plus de 2 pics de forme par an et si possible les espacer les deux de 3 mois. Parce que 3 mois, c'est un macro-cycle, comme on dit, c'est un cycle d'entraînement minimal pour reprendre encore les choses de façon structurée, pour reprendre un nouvel élan et re-arriver en forme à pleine vitesse pour pouvoir dépasser ses limites dans un autre état de performance, dans une autre période de pic de forme. Moins de 3 mois entre deux pic de forme, ce sera pas 2 pics de forme, ce sera quasiment un même pic de forme où on a bricolé quelque chose entre pour le maintenir, si possible, le plus longtemps possible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de paramètres de tir, que j'emploie en tout cas l'acronyme paramètres de tir, parce qu'en effet, c'est vraiment un objectif cible. On doit vraiment viser sa cible et il faut être vraiment précis. On ne peut pas faire les choses à l'à peu près. Alors, c'est sûr qu'au talent, au don, avec un peu de mental et en étant dans des objectifs raisonnables, sans trop de dépassement personnel, en mode finisher ou en mode revenir à des bonnes sensations, on n'est pas obligé d'avoir autant de précision. On est d'accord. Mais quand même, plus on va vers la précision et plus on en arrive à cette pertinence-là. Donc, il y a la pertinence aussi du choix de l'objectif, par exemple de la course que l'on vise, de la discipline que l'on vise. Il faut que ce soit en coordination avec ce que l'on aime soi, avec soi-même et ce que l'on aime soi. Alors, souvent, on fait des choix en fonction de là où on est bon ou de ce que l'on aime. Souvent, on aime là où on est bon.
Mais c'est pas toujours le cas. Alors, selon que l'on veut faire un objectif vraiment de performance pure, de type athlète de haut niveau, et on va aller plutôt vers là où on est bon, quitte à moins aimer ce que l'on fait. Soit on est plutôt dans le loisir, plutôt dans des performances de dépassement personnel, mais sans faire le sacrifice de ce que l'on aime. Et on va plutôt donc vers ce que l'on aime, même si on est un peu moins bon. Voilà. Donc, en tout cas, il faut faire des choix pour soi en fonction de ce que l'on aime, et aussi pour soi, pas uniquement pour son entraîneur, pour son père, sa mère, pour sa femme, pour ses enfants. Il faut vraiment que cet objectif soit orienté sur quelque chose qui nous plaît, là où on se sent bon et là où on sent qu'il y a tout un parcours à développer, un parcours, une histoire personnelle à développer pendant ce cours-là, temps de préparation, planification, entraînement vers un objectif à effectuer. Donc, il faut que ce soit pertinent donc, dans le choix, en fonction de soi. Il faut que ce soit aussi pertinent en fonction de notre passé, de notre historique d'entraînement. Il y a des gens qui ont fait des pauses de 10 ans, qui ont été athlètes il y a longtemps et qui veulent revenir après avoir eu une période de 10 ans où il a la femme, enfant, profession, construction de la maison, a pris le dessus sur l'entraînement, et donc ils ont laissé de côté leur partie athlètes ou leur partie coureurs, performeurs, et ils reviennent, et donc ils ont un passé, alors qu'il y en a d'autres qui sont jeunes, qui n'ont pas encore de passé, mais qui ont beaucoup de jus, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de motivation, d'ambition, et il y en a au milieu qui sont plus fatigués, qui sont en bout de cycle, en fin de cycle, il faut qu'ils se régénèrent, il faut qu'ils se relancent, il y en a qui sont obligés de réajuster vers le bas, d'autres qui veulent réajuster vers le haut, donc il faut intégrer aussi l'objectif que l'on vise selon une pertinence qui nous relie à nos qualités personnelles, à ce que l'on aime, et à notre passé, notre passif d'entraînement passé, et en lien avec le présent et le futur des objectifs que l'on se vise. Après, je vous dirais, il y a aussi une pertinence dans la saison dans les choix que l'on opère, c'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs intermédiaires. On n'a pas que des objectifs cibles. Avant d'avoir un objectif cible, on a des objectifs tertiaires, secondaires, primaires. Et après, on arrive à l'objectif cible. Donc là aussi, il faut que ce soit pertinent, les choix que l'on fait, soient pertinents. Par exemple, on ne monte pas au marathon directement sans passer par un semi et sans passer par un 10 km avant. Donc il faut que les choix de notre objectif soient pertinents en fonction de la planification de l'année, et même sur plusieurs années. On ne monte pas sur marathon ou sur ultra dans le trail en un an. Ça demande souvent 1, 2, 3 ans. On peut être finisher et s'essayer sur un coup de tête en un an, pas de problème, en même 6 mois. Mais encore faut-il avoir un passif quand même pour l'ultra d'un coureur qui a l'habitude de courir pas mal de kilomètres par semaine ou pas mal de week-end choc dans l'année. Mais toujours est-il que ça demande une pertinence, le choix des objectifs en fonction de soi, de ce que l'on aime, de nos qualités, de notre passif, de notre passé, de notre histoire et aussi de l'objectif primaire ou secondaire ou tertiaire ou cible que l'on se vise. Voilà. Donc après, je vous dirais simplement que une planification, plus elle est pensée à l'avance, plus finalement on trouve la motivation parce qu'on y a intégré les étapes successives, et on a cette pertinence de ces étapes dont on va parler dans les points de l'acronyme suivant. Voilà, donc après la pertinence, on a l'ambition. Oui, il faut qu'un objectif soit ambitieux. Également, alors ambitieux pour plusieurs raisons, hein. Une des raisons premières, je vous dirais, c'est que la vie est faite de hauts et de bas. Les cycles aussi de notre forme, de notre physiologie, elle aussi faite de hauts et de bas. Notre motivation également est faite de hauts et de bas, plus ou moins en lien, en parallèle, en réaction avec les aléas de la vie, les hauts et les bas de la vie et les hauts et les bas de notre corps. Il est clair que quand notre corps va bien et qu'on est dans un haut dans notre vie, en général, le mental et la motivation
vont bien également. Mais des fois, on a des désyncronisation de toutes ces sinusoïdes-là, à la fois personnelles, à la fois familiales, à la fois professionnelles, à la fois physiques, à la fois motivationnelles. Et donc, il faut que l'ambition, notre objectif ambitieux, nous permette de voir toujours la ligne d'horizon où il y a l'objectif qui pointe, malgré les hauts et les bas, parce qu'on peut se retrouver facilement dans un creux de vague ou avec des obstacles qui sont assez gros des fois et pour lesquels on a tendance à ne pas avoir l'objectif, à en perdre de vue l'objectif et donc la motivation et donc tout ce qui s'ensuit après sur la part de la régularité et même de l'intention et l'intensité que l'on peut mettre à l'entraînement. Donc, en effet, un objectif doit être ambitieux. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop ambitieux parce que ça pourrait être décourageant et il pourrait y avoir donc, des risques de se sentir trop éloigné de l'objectif ou de sentir que toutes les étapes intermédiaires qui sont trop ambitieuses, elles également, nous empêchent d'y aller et du coup, on pourrait se démobiliser. Donc, c'est pour ça que justement, il faut des étapes intermédiaires qui nous permettent, tels des barreaux d'échelle, de pouvoir atteindre cet objectif ambitieux. Et donc, pour faire simple, je vous dirais que souvent, il s'agit de trouver le bon juste milieu dans cet objectif ambitieux, mais en même temps, toujours un peu plus ambitieux que moins, parce que sinon, malheureusement, on a plus tendance à le perdre de vue, on a plus tendance à en perdre le sens aussi, et on a plus tendance à perdre la motivation qui va avec. Donc, toujours un peu plus ambitieux que moins, et donc, ça demande d'accepter des échecs un peu plus grands ou de temps en temps des sentiments d'être trop distancé par rapport à l'objectif que l'on se fixe et au plan d'avancement que l'on a vis-à-vis de lui. Mais ambitieux, c'est très important, oui. Donc tu nous dis après que l'objectif doit être rationnel. Oui, exactement. Il faut arriver à avoir des objectifs selon une procédure d'avancement très logique et rationnelle. Ou rationalisé, Oui. c'est-à-dire qu'on calcule tout, on mesure tout, on essaie de trouver justement les bons outils, les bons moyens d'analyse. Et l'objectif justement est de rentrer dans la raison plus que la rationalisation. C'est toujours le risque. En psychanalyse, on parle de rationalisation comme étant un mécanisme de défense inconscient qui fait qu'on va utiliser tout l'intellect possible que l'on a à disposition, avec tous les outils intellectuels que l'on a à disposition, pour rationaliser l'ensemble de nos échecs, l'ensemble de nos déceptions, l'ensemble de nos incompréhensions, l'ensemble de nos zones pour lesquelles, de façon frustrée, on a du mal à sentir que l'on a prise sur les éléments. Et donc, l'objectif, c'est d'être toujours dans quelque chose de rationalisé, avec raison, sans tomber dans la rationalisation, qui est un mécanisme de défense qui tend donc à utiliser plein d'intellect pour se rassurer et pour finalement, tel un chat qui tomberait dans le vide, retomber sur nos pattes. Mais finalement, on n'est pas dans la raison, on est dans la rationalisation. Donc, on essaie de trouver davantage, pour faire simple, des excuses que des explications. Et donc, d'excuse en excuse, on va intellectualiser, on va rationaliser, on va se rassurer avec des éléments rationalisés, intellectualisés, pour en arriver à des conclusions qui ne sont pas, au final, très honnêtes, ni intellectuellement, ni en tout cas sur le plan personnel, c'est pas se regarder clairement dans le miroir de façon la plus objective possible quand il s'agit d'avancement et de planification d'étape en étape pour avancer. Et à chaque étape, il faut des moyens rationnels, des mesures et des calculs et des analyses objectives qui nous permettent quand même de prendre des décisions pour la suite des opérations. Donc, oui, il faut que ce soit rationnel, en effet. Donc tu nous dis après que cet objectif doit être mesurable. Donc c'est ça, il faut que ce soit rationnel parce que mesurable. Donc on rentre dans une étape suivante de la rationalité et pas de la rationalisation, de rentrer dans
les principes de scientificité. Il faut que ce soit mesurable, les étapes soient mesurables, valides, reproductives, que dans la répétition de la reproductibilité, il faut que ce soit non contradictoire, et il faut aussi que l'on puisse avoir un raisonnement et pas une rationalisation, un raisonnement qui aille dans un sens et puis qui marche aussi dans l'autre. Donc, en fait, la mesure, elle est là. Il faut travailler avec mesure, dans la mesure, avec toutes ces règles de scientificité-là. Et en même temps, une fois qu'avec mesure, on a trouvé le juste milieu, par exemple dans l'ambition, on en parlait de trouver ce juste milieu-là de l'objectif à atteindre. Une fois qu'on a trouvé ce juste milieu, on peut y aller sans demi-mesure. Voilà. Et donc là, encore une fois, pour aller sans demi-mesure vers un objectif, il faut que notre mesure soit très précise et il faut que l'on soit vraiment efficace dans ce que l'on récolte comme information, autant que dans ce que l'on va en retirer comme information et comment nous, on va réagir par rapport entre les deux, ce qu'on récolte et ce qu'on va faire comme suite des récoltes de données, comment nous, on se sent à même de pouvoir continuer ou non le processus. Voilà. C'est pas toujours facile de se projeter de mesure objective en mesure objective sans prendre en compte subjectivement toute la part personnelle de ces périls que l'on est obligé de prendre, ces risques que l'on est obligé de prendre entre les deux. Donc il faut toujours intégrer la demi-mesure, non, le juste milieu, oui. Et le juste milieu demande beaucoup de mesures, alors que la demi-mesure demande beaucoup d'engagement personnel. Et là, on n'est plus dans une mesure objective, on est dans une mesure personnelle. Donc, selon moi, ce n'est plus du tout mesurable. On rentre dans la conviction, la motivation, la foi et la passion, tel qu'on en avait parlé l'interview précédente, quoi. Donc, cette mesure-là, le mesurable-là, je vous dirais que c'est quand même relativement important parce qu'on oublie souvent dans le monde de l'entraînement qu'on est dans une science humaine. L'entraînement sportif est une science humaine. Elle n'est pas une science pure et dure, donc. Elle est une science humaine comme l'est la psychologie, comme l'est la sociologie, par exemple. Et donc, on a du mal, en tout cas les entraîneurs ont beaucoup de mal à faire la part des choses entre les mesures purement de la science pure et les mesures purement de la science humaine. Et donc, en tant que psychologue et psychanalyste, j'arrive à être assez à l'aise avec ce dilemme, mais beaucoup d'entraîneurs qui veulent être dans la rationalisation la plus pure, la rationalité, ils essayent eux d'être dans la rationalité la plus pure, mais souvent ils sont dans la rationalisation comme un mécanisme de défense pour être dans le contrôle de ce qui est justement incontrôlable. Et justement, quand on rentre dans la science humaine, on accepte cet incontrôlable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fréquence cardiaque mesurée par un cardiofréquencemètre, mais comment on mesure le cœur à l'ouvrage qu'un athlète va mettre dans l'entraînement ou qu'un entraîneur va mettre pour l'entraînement de son athlète, comment on mesure ce cœur à l'ouvrage et j'allais dire même comment on mesure l'amour que l'on porte par exemple pour son sport, pour rester assez concret également, ça se mesure pas de la même façon, ça demande d'autres outils. Et souvent, quand on est dans la science pure et qu'on veut l'adapter à de la science humaine telle que l'est la science de l'entraînement, on a du mal à faire la part des choses et il est important d'avoir des outils de mesure très purs comme une fréquence cardiaque, mais aussi avoir des mesures et des outils de mesure et des grilles d'analyse qui, eux, sont plus dans la science humaine, donc moins pure et dure. Et donc, il faut allier les deux. Donc, avoir des grilles de cotation, de l'impression, du sentiment de l'effort, de la charge aussi, ressentie, pas uniquement de la charge en watts sur un vélo, de la charge en watts sur une charge de muscu, de la charge en vitesse, en kilomètre-heure ou en VMA d'une intensité d'effort. Il faut aussi avoir le ressenti personnel de l'athlète pour faire la part des choses, quoi. Donc, n'oublions pas qu'on est dans une science
humaine, que la mesure est très importante. Elle est importante parce que comme on doit mesurer de l'humain plus que de la machine ou de l'animal, il faut beaucoup plus de demi-mesure dans notre mesure, quoi. Voilà, pour un petit clin d'œil. On peut avoir de la demi-mesure dans la mesure spécifique des outils que l'on analyse, mais après, en termes d'investissement, d'engagement et de motivation, en général, le mieux, c'est trouver son juste milieu et foncer sans demi-mesure. Donc cet objectif, il doit être évaluable dans le temps. Exactement. Donc une fois qu'on l'a mesuré, grâce à des éléments rationnels et sans tomber dans la rationalisation, ben, il faut pouvoir l'évaluer. Donc, grâce à des vraies mesures, on peut évaluer et ajuster à chaque fois quelles sont les conséquences de nos actes, les conséquences de nos actions et voir un peu dans quelle trajectoire on rentre dans une logique de temps. Donc c'est là où on rentre dans cette notion d'évaluation d'étape en étape et selon une logique de temps qui est le prochain point. Dans paramètres, Oui. on était donc à évaluable et la suivante, c'est le temps. Donc le but, c'est vraiment de toujours bien mesurer, de toujours bien évaluer grâce aux mesures, en tirer les bonnes leçons, les bonnes conclusions, les bonnes analyses, pouvoir réagir de façon adaptée, ajustée, évaluer grâce à ces mesures, et on accepte la notion de temps, c'est-à-dire que tout ça, malheureusement, ça prend du temps. Donc le temps est un autre point de nos paramètres de tir qui nous permet de garder la motivation toute l'année vers un objectif cible, parce que l'objectif cible, ça demande souvent une grande partie de l'année pour l'atteindre, parce qu'il est souvent assez ambitieux et ainsi de suite, tel qu'on vient de le définir. Et donc ce temps-là, comme le corps d'ailleurs, le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Le corps non plus ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Le corps a plus de souplesse que le temps. Le temps est invariable, incompressible, c'est un rouleau compresseur, alors que le corps, lui, on peut le remercier, il a une nature très résiliente, une nature très plastique, plastique dans le sens de malléable. Et donc, il y a une vraie notion de temps à intégrer, c'est-à-dire qu'il y a le temps de notre objectif dans notre tête que l'on voudrait que ça prenne, et il y a le temps réel et physique, et il y a aussi le temps humain, comment après, en fonction de la réaction physique, comment l'humain réagit lui encore. Encore, en deux mots, à la fois encore une fois, et encore en le corps. En le corps, CORPS. Donc en effet, il faut accepter que le temps soit toujours plus long que ce que l'on voudrait, mais souvent, ça fait partie du jeu. Il faut le prendre en compte. Par exemple, des personnes qui sont souvent débutants, qui ne cessent de recommencer parce qu'ils ont des coupures et ainsi de suite. Souvent, ils voudraient que ça aille plus vite. Et donc, en général, ils arrivent trop vite, ils forcent trop et ils recoupent parce qu'il y a blessure, parce qu'il y a surentraînement, parce qu'il y a un surentraînement et la motivation ne suit plus. Et donc, hop, ça génère une recoupure qui fait d'eux des débutants et des éternels débutants parce qu'ils n'acceptent pas le temps. Et en même temps, il faut comprendre que ce temps que le corps nous demande, ce temps que le temps nous demande, ce temps du corps qui nous est demandé, il est toujours relativement court par rapport à la réalité. Parce que si on se pose la question d'une personne qui a arrêté pendant 10 ans de courir, qu'est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de retour à la course et de retour à une forme de coureur par rapport aux 10 ans que l'on a imposé à notre corps. Notre corps est quand même tellement plastique et tellement résilient qu'il est capable en 3 mois de retrouver des sensations de course alors qu'on a arrêté pendant 10 ans. Donc il faut toujours mettre en relation et en relativité le temps. La notion de temps est assez relative et il faut quand même se rendre compte que la mécanique de précision de notre corps, même si elle nous demande un peu de temps pour retrouver certaines sensations et à un certain niveau, ce temps-là n'est toujours rien à côté de ce qu'on lui a imposé de destructeur à notre corps ou de passivité à notre corps, quoi. C'est important de le prendre en compte.
Et après, un autre point en termes de temps, c'est aussi la logique de progression quand on se compare à d'autres. Il y a des personnes qui sont déjà lancées, qui ont eu moins d'à-coups. Il y a des personnes qui sont lancées depuis le même temps que nous, mais qui ont un rythme beaucoup plus assidu, beaucoup plus régulier en fréquence et en amplitude d'entraînement. Donc, il faut accepter que les trajectoires ne sont pas les mêmes de par le fait qu'on n'a pas le même niveau d'investissement et d'engagement dans l'entraînement. Et également que chacun est doué d'une façon différente. Il y en a qui sont doués de force de travail et d'autres qui sont doués de talent. Donc c'est un talent que d'être doué de force de travail, qui sont donc des gens plus laborieux, et il y en a qui sont talentueux et entre guillemets sans travailler ou en travaillant très peu, ils vont progresser très vite. Donc cette notion de temps, il faut vraiment l'intégrer dans sa pleine mesure en 3 dimensions, parce que non seulement ça prend toujours plus de temps qu'on ne le voudrait, mais au final, quand on regarde bien, ça prend pas tant de temps que ça par rapport à la dure réalité que l'on demande à notre corps. Et deuxièmement, c'est un temps qui est relatif aussi à nous-mêmes par rapport à nos qualités, par rapport à notre investissement personnel, et qu'il ne faut pas trop comparer aux autres, parce que malheureusement, certains, on trouvera toujours mieux, et tout comme on trouvera toujours moins bien que nous. Et Oui. donc il faut accepter ce temps-là comme étant le nôtre, et l'intégrer tranquillement dans les évaluations que l'on apporte et les mesures que l'on apporte et les analyses grâce aux évaluations et les mesures que l'on prend pour se projeter toujours mieux dans un plan d'entraînement pour l'avenir. Il doit être révisable et révisable à chaque étape, c'est bien ça. C'est ça. Donc, on prend la mesure, on l'évalue, on en tire les conclusions et on se rend compte que souvent ça prend du temps. Donc, on réévalue le temps nécessaire qu'il nous faut et les étapes nécessaires qu'il nous faut, qui prennent chacune du temps pour avancer. Et donc, il faut accepter aussi que ce soit révisable. Donc, avec humilité, avec patience, avec honnêteté, il faut accepter donc de réviser à la baisse le plus souvent qu'à la hausse les objectifs. Et donc, on est dans la révision pour une meilleure prévision et une meilleure précision. Donc, vous voyez, ce sont toujours des cycles comme ça, assez cycliques, mais de façon, je fais le geste de l'infini là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des cercles comme ça, concentriques, circulaires. On est plutôt dans quelque chose d'infini, de cet ordre-là, d'un double cercle en torsade. Donc, il faut accepter à chaque fois de monter, d'avancer, de remonter dans un autre sens, qui nous fait avancer un peu dans un autre sens, et des fois accepter de reculer, mais ça nous donne de l'élan pour rebondir, pour repartir, et ainsi de suite. Donc oui, il faut que ce soit révisable, et pour toujours plus de prévision et de précision. Donc après, l'objectif, il doit être séquencé par étapes. Exactement. Donc là, les étapes, vous voyez que j'en ai souvent parlé dans les points de l'acronyme précédent de paramètres de tir. Mais là, on peut vraiment les préciser de façon plus spécifique. Donc les étapes, elles sont déjà, à accepter. On ne peut pas y aller droit au but, à aller vers un objectif droit au but sans étape. 2, il faut qu'elle soit bien planifiée. 3, il faut qu'elle soit bien suivie, parce que souvent la planif est parfaite, sauf que le suivi ne l'est pas. Hein. La vie de tous les jours, avec tous les éléments du chaos quotidien que l'on a à vivre et à gérer, sur le plan professionnel, familial, amical, loisir, personnel. Beaucoup d'aléas qui font qu'on a du mal à suivre les étapes de façon parfaite. Et on a aussi tendance à vouloir les sauter, ou sans le vouloir. Des fois, on en saute quelques-unes en se disant c'est pas grave, on peut s'en passer. Et en fait, la plupart du temps, comme le temps et le corps qui ne respectent pas ce que l'on fait sans lui, sans eux, les étapes c'est pareil. Hein. Si on respecte pas la succession des étapes, en général, on le paye, quoi. Donc l'objectif c'est bien d'en prendre conscience de ces étapes, et elles sont de différents ordres pour être un peu plus précis. On a des étapes de préparation physique, on a des étapes de préparation sportive, on a des étapes de préparation spécifique, on a des étapes d'entraînement en général encore plus spécifiques vers un objectif cible. Et on a après les étapes de l'affûtage et l'étape de la compétition.
Donc, vous voyez que toutes ces étapes-là sont intégrées dans une planification. Et c'est là où vous voyez que ça commence à faire beaucoup d'étages de millefeuilles. Ça commence à faire beaucoup d'étages de pyramides, parce que plus on va vers de l'intensité et plus ça demande de la précision, plus ça demande un rapport entre le volume et la quantité et l'intensité et la qualité. Donc, ça demande vraiment de prendre toutes ces considérations, toutes ces étapes en ligne de compte, de telle façon que finalement c'est un vrai métier de planifier un entraînement, et c'est plus que ça. Une fois qu'on doit jouer avec toutes ces composantes avec finesse, c'est même tout un art. Donc ce que j'aimerais au moins que l'on retienne de ce genre d'interview comme aujourd'hui, c'est que les choses sont compliquées, que comme tout, il faut prendre le temps de les assimiler, et que après, à force d'expérience, à force de pratique et à force de lien entre la théorie et la pratique, entre le laboratoire et l'expérimental du terrain, on peut commencer à développer une science qui n'est pas une science pure et dure, il faut l'admettre, mais une science humaine. Et il faut expérimenter et développer une expérience avec les années qui est un métier à part entière. Et certains peuvent développer une sensibilité et des compétences et des qualités toutes particulières qui transforment même ce métier en art, quoi. Donc, toutes ces étapes, de la prépa physique générale à sportive, à spécifique, en allant vers des entraînements de plus en plus calibrés vers l'objectif cible pour un affûtage juste avant l'entraînement, juste avant la compétition et une compétition, la période de compétition, toutes ces étapes-là sont à prendre en compte. Et à l'intérieur de ces étapes, je pourrais vous donner encore d'autres points. C'est qu'il y a aussi à travailler le physiologique pur, mais aussi le mécanique et aussi le psychologique. On n'a pas que la physiologie pure. Et souvent, les entraîneurs sont bons davantage en physiologie et pas forcément dans la partie mécanique, où c'est plus les kinés, les ostéos qui peuvent avoir leur mot à dire, et encore moins dans la partie psychologique où le kiné n'a pas forcément un point de vue sur la psycho, ou l'entraîneur n'a pas forcément un point de vue sur la psychologie. Donc vous voyez que quand on intègre les différentes étapes de la préparation générale jusqu'à l'objectif cible en compétition, et en y intégrant les dimensions de physiologie, de mécanique et de psychologique, vous voyez que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de combinaisons qui demandent à savoir manier avec précision, beaucoup d'expérience et beaucoup d'humanité ces éléments, et ça demande donc d'avoir un bon guide, un bon entraîneur et pourquoi pas un artiste qui vous aide à combiner tous ces éléments entre eux. Ensuite, tu nous dis que cette planification doit être simple et spécifique. Oui, donc paramètres de tir, je l'ai mis au pluriel, paramètres avec un S, et tir, ce sera aussi au pluriel. Et donc, pour le S, le dernier S, j'ai mis simple et spécifique. On s'entend bien que les deux mots sont autonomes, ils ne sont pas reliés directement. Mais l'objectif, c'est d'être toujours le plus simple possible. Et c'est vrai que plus on est spécifique, plus on progresse, et plus donc on peut rendre les choses compliquées simples. Donc, il peut y avoir un lien, mais il n'est pas direct, il est indirect entre le simple et le spécifique. Mais disons simplement que plus on est simple et plus on peut être efficace. Donc, souvent, ramener au plus simple possible. On a souvent plusieurs choix possibles, restons au plus simple. Une planification simple reste souvent la meilleure, avec des arguments simples, des explications simples. Même quand on se trouve des excuses, essayons de les trouver les plus simples possibles, de pas trop rationaliser. Le problème de la rationalisation par rapport à la raison que je mettais en avant, justement, c'est que on rentre dans des choses un peu trop complexes, un peu trop compliquées, et donc on essaye de faire des embroglios. Là, on essaye de se tricoter quelque chose de nouveau, mais soyons simples. Restons simples, faisons simple, et vous allez voir que simplement les choses vont avancer étape par étape, avec des objectifs même ambitieux qui seront simples, qui seront simplement visibles, simplement prévisibles, simplement acceptables, et ainsi de suite. Donc la simplicité, c'est le maître mot.
Je dirais aussi qu'il ne faut pas, par contre, confondre simple et simpliste. Toujours le juste Oui. milieu. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la zone entre simple et simpliste, boum, on fonce sans demi-mesure. Et après, je vous dirais également que plus on est spécifique pour le deuxième S, de paramètres au pluriel, plus on a eu une vision simple avant qui nous a permis de choisir le degré de spécialisation dans lequel on voulait aller, ce degré de spécialisation et la spécialisation dans laquelle on voulait aller. Et une fois qu'on fonce également dans cette spécialisation-là, on développe de nouvelles compétences qui nous permettent donc de développer les qualités nécessaires à rendre simple ce qui peut être compliqué. Très bien. On a vu tous les mots de l'acronyme paramètre. Maintenant, on va voir l'acronyme TIR. Mm-hmm. Donc le premier, la trajectoire. Qu'est-ce que tu entends par là? T comme trajectoire. Alors en effet, n'oublions pas que tous les tirs que l'on essaye d'ajuster vers une cible précise, tous ces tirs-là ne sont pas des tirs, vu qu'on est dans une science humaine, on n'est pas dans une science pure et dure, tous ces tirs sont plutôt de l'ordre de la flèche, plutôt de l'ordre de l'archer qui va tirer. L'archer, lui, il ne tire pas sa flèche droit dans la cible. Il fait une courbe qui a une trajectoire pour atteindre sa cible. Donc, il faut prendre en compte que le tracé de notre point A à notre point Z, B, C, D, E, F, Z, notre objectif cible, qui peut être jusqu'à Z, c'est une trajectoire qui n'est pas directe, c'est une vraie trajectoire qui intègre une courbe. Donc cette notion de courbe, elle est à prendre en compte. En fait, à chaque fois, on progresse rapidement pour après commencer à décélérer ou ralentir la trajectoire, ce qu'on appelle une trajectoire asymptotique, qui arrive à un moment donné à un niveau qui est quasiment aplani, et ça ne dépassera jamais une ligne droite. Donc l'objectif, c'est de prendre en compte qu'en 20% du temps, c'est la loi de 80-20, la loi de Pareto, en 20% du temps, on peut atteindre 80% de notre niveau. Mais après, pour atteindre les 20% restants de notre niveau, pour atteindre notre 100% personnel, ça nous demandera les 80% de temps restants. Donc, il faut comprendre que cette trajectoire, donc, elle n'est pas directe, c'est une courbe. En plus de ça, c'est une courbe asymptotique qui atteint une limite. Et que, en plus de ça, à l'intérieur de cette montée en trajectoire asymptotique, c'est sinusoïdal également. Et qu'à l'intérieur de la sinusoïde, avec des hauts et des bas, oui. Nous sommes en train de tourner sur place en montant, en descendant, en montant, en descendant, si possible, à chaque fois en montant plus qu'on ne descend. Oui, c'est une sorte de spirale. C'est ça. Et on tourne dans tous les sens. On ne tourne pas que comme la planète Terre qui, elle, tourne dans un axe, autour d'un axe central. On tourne, nous, un peu dans tous les sens en fonction du vent, en fonction de la trajectoire que notre entraîneur ou notre entraînement nous met. C'est-à-dire qu'on va faire un petit coupé de revers, un petit coupé de coup droit. On va essayer de slicer, de top spinner, comme dirait plus dans le tennis de table que le tennis sous court. Donc, en plus de ça, le point qui monte en sinusoïde en suivant une trajectoire courbe qui est asymptotique. En plus, ça tourne dans différents sens. Donc, cette notion de trajectoire, elle est à prendre en compte également. Ce n'est pas droit au but comme on le voudrait, d'où l'intérêt d'avoir beaucoup d'étapes à chacun des sinusoïdes, si possible, avoir une certaine étape. Et donc, intégrer aussi la notion que dans cette trajectoire-là, il y a des étapes et que chaque étape, finalement, nous amène à nos limites personnelles, soit du moment, soit plus profondes. Hein. Et donc, après 3-4 ans de travail sur un domaine, quand la limite, on commence à la connaître par cœur, c'est que justement, on arrive à des saturations, des stagnations. Et donc, cette limite asymptotique-là qui paraît infranchissable, la seule façon de la casser, c'est de tout changer, la plupart du temps. Donc, ça paraît dur comme ça, mais on change tout dans l'intention, pas forcément dans la forme.
dans l'intention. C'est-à-dire que justement, on se rend compte qu'on fait les choses bien, mais on commence à les rabâcher sans plus savoir pourquoi ni comment. Et ça devient des automatismes, des habitudes. Et là, il faut savoir tout casser. Alors, pas forcément casser dans la forme, casser dans le fond. Et accepter donc que quand on arrive en haut d'une trajectoire asymptotique, on arrive à une certaine limite qui est donc une étape en soi, une étape plus ou moins à court terme, c'est-à-dire à l'échelon d'un mois, d'un trimestre d'entraînement ou d'une année ou de plusieurs années d'entraînement. À chaque fois qu'on arrive à une étape, si on stagne, il faut savoir tout casser et risquer donc de redescendre le temps de réapprendre ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire avec quelque chose de nouveau que l'on a appris en cours de route, pour pouvoir rebondir avec résilience et remonter encore plus haut qu'avant. Donc c'est le principe même de l'entraînement qui subit donc ces courbes-là, ces trajectoires courbes-là, selon une courbe sinusoïdale, suivant une courbe plus générale qui est asymptotique. Et donc ça, c'est important de vraiment l'intégrer, parce que malheureusement, on ne veut pas souvent régresser. Et quand on parlait de révision pour plus de prévision et plus de précision, la révision, c'est ça aussi, c'est accepter, hop, une révision à la baisse pour redescendre. Et n'importe quel entraînement sur un plan de la semaine, par exemple, on va s'entraîner 2 fois dans la semaine, par exemple le mardi et le vendredi. On prend 3 jours de récup justement entre les deux, parce que le mardi, on va charger. À cause de la charge et de l'effort effectué sous cette charge, on va avoir une fatigue qui va nous faire dégringoler en dessous du niveau standard, du niveau de notre semaine, de notre forme de la semaine, et on va remonter en reconstruisant de l'énergie et de la motivation en même temps, avec le repos post-charge et une bonne récup effective et une récup active. On va remonter au-dessus de notre niveau de la semaine, et c'est ce qu'on appelle la surcharge. Donc il y a toujours un jeu de charge, de fatigue, de récupération et de remontée de la pente et de surcompensation. Donc on a un jeu de charge, de surcompensation, et on a un jeu de surcharge pour une surcompensation, une hypercompensation. C'est-à-dire que des fois, on peut exprès charger sur de la charge pour descendre avec nos sinusoïdes qui descendent, de façon à pouvoir avoir des sinusoïdes qui remontent d'hypercompensation en hypercompensation. Ouais, donc, vrai. Cette notion de trajectoire-là, elle est à prendre en compte tout le temps, parce que ça rend les choses beaucoup plus dynamiques, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant, mais il faut vraiment mettre sur cette partie son ego de sportif de côté quand même. Hein. Il y en a qui n'acceptent pas. Tu disais tout à l'heure justement accepter. Je pense que avec humilité. Oui, tout à fait. Ouais. Et simplicité. C'est tellement important. Oui, certaines personnes peut-être n'acceptent pas, moi compris, hein, je n'accepte pas de régresser pour performer. Enfin, de réviser, comme tu le disais. C'est ça. Et souvent, ça nous fait la différence entre l'échec et l'abandon. Oui. Parce qu'on peut aller d'échec en échec jusqu'à la victoire. Parce que chaque échec, étant la base de la leçon à apprendre pour progresser, peut être pris en compte, et grâce à la bonne mesure, la bonne évaluation, la bonne révision, on va à chaque fois en retirer les bonnes leçons pour pouvoir progresser. Et souvent, malheureusement, on peut abandonner parce qu'on n'a pas fait assez d'échecs, on n'a pas fait assez de révision de nos objectifs, et on en arrive à abandonner complètement. C'est-à-dire, soit on abandonne sur une course parce qu'on se pensait trop fort et donc on va abandonner, parce qu'on est parti trop vite aussi, mais on se croyait trop fort, on est parti trop vite, on abandonne la course parce qu'on n'en peut plus, tout simplement, et on ne veut pas arriver en marchant. Voilà. Soit on abandonne carrément et on change de sport. On change de loisir aussi, pourquoi pas. Donc c'est vraiment important l'humilité, parce que ça permet d'avoir un élastique qui nous permet donc de tenir malgré tout la barre, et ne pas casser l'élastique au point d'abandonner, par exemple, quoi. Et donc c'est vraiment important, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Voilà. Accepter donc ces trajectoires qui nous amènent des hauts et des bas, et donc des réussites et aussi des échecs, quoi. Bah, je pense que c'est important de le dire clairement pour ceux qui nous écoutent, que l'échec n'est pas un mal, finalement. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, exactement. Oui. L'échec, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, acceptons l'échec,
Par contre, répéter un échec est une erreur. D'accord. Donc, Oui. ne tombons pas dans l'erreur. Acceptons les échecs, tirons les enseignements des échecs pour progresser, mais surtout pas répéter les échecs parce que là, ce serait une erreur. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'abandon parce qu'on a fait l'erreur de partir trop vite parce qu'on n'a pas tiré les leçons des échecs précédents, d'être parti précédemment trop vite et ainsi de suite. Donc, c'est important vraiment d'intégrer ça comme un tout et c'est la trajectoire qui nous le... C'est cette notion de trajectoire qui nous le fait comprendre. Et à mon sens, c'est là que le professionnel du sport, il est important. C'est le moment où il faut tirer des leçons de son échec. Oui. Parce que c'est très compliqué de le faire seul quand on... Exactement. Le professionnel, il nous apporte un regard extérieur. Oui. Qui est loin du regard extérieur auquel on se méfie ou pour lequel on essaie de briller. J'en suis convaincu. Donc, il nous apporte un regard extérieur objectif et non teinté de ce désir que l'on a de plaire ou cette peur que l'on a de ne pas plaire. Et en plus de ça, il nous amène son expertise avec tout son lot d'échecs et d'erreurs à ne pas répéter. Et malheureusement, de nos jours, on manque assez d'humilité et on est dans une science pure et dure qui n'intègre pas donc la science humaine, qui justement amène tout ce lot d'échecs et d'erreurs bien plus que la science pure et dure. Et parce qu'elle intègre aussi l'expérience, plus que les expérimentations en laboratoire, elle intègre l'expérience du terrain. Et donc, à force de cette expérience-là, ça nous fait un regard extérieur objectif, pertinent, doué d'humilité et de sagesse, qui nous fait réellement progresser, parce qu'on ne peut pas tout voir soi-même, bien entendu. On peut apporter beaucoup d'éléments à l'entraîneur. L'entraîneur ne peut pas mieux nous connaître que nous-mêmes, mais il essaye de nous apprendre à nous connaître le mieux possible pour pouvoir, après, dans une relation entraîneur-entraîné efficace, le mieux possible avoir les échanges nécessaires pour toujours meilleure mesure, meilleure évaluation, meilleur diagnostic, les leçons à en tirer, et meilleur échelonnage des étapes qu'il nous reste à entreprendre. Et je vais même aller plus loin, puisqu'on est dans la psychologie du coureur. Avec mon regard d'amateur, c'est que des fois, on a trop d'ego. On a besoin d'aller voir un entraîneur parce qu'on a besoin de progresser. Et avec notre ego, on n'y va pas. Oui. Ou pire que ça, on peut aller voir un entraîneur. Oui. Mais on fera quand même à notre sauce. Oui, exactement. On avec l'ego de vouloir faire à notre sauce. Et là, le problème, c'est que, autant comme je vous en ai parlé à l'instant, il faut un échange entraîneur-entraîné énorme. Il faut que l'entraîneur apprenne même à l'entraîner de devenir son propre entraîneur. Mais plus l'entraîné va devenir son propre entraîneur et puis il va comprendre que son entraîneur est sage et qu'il mérite qu'on lui donne son corps à sa science à lui, pour pouvoir continuer à avancer. Et on se rend compte donc que plus on se connaît, plus on est capable aussi de renvoyer à l'entraîneur de meilleures informations pour que l'entraîneur puisse, lui, encore mieux ajuster, mieux paramétrer les paramètres de tir pour pouvoir avoir une meilleure planification et garder la motivation toute l'année, parce que c'est aussi le problème en général. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir les bons paramètres de tir s'il n'y a pas la motivation qui reste. Donc, il faut garder les objectifs en vue avec la motivation à garder tendu tout le temps en vue. Et donc, c'est vrai que beaucoup d'ego font que on ne va pas avoir d'entraîneur, ou pire, quand on va en voir un, souvent on va quand même faire à notre sauce et au bout de 3 mois ou 6 mois ou 18 mois, on va s'en passer de son entraîneur. L'entraîneur, si on va le chercher, c'est pas une simple revue spécialisée running qui vous donne 18 mois. En général, c'est plutôt 18 semaines, je veux dire pas 18 mois. Au mieux, ça va sur 6, 8, 10, 15, 18 semaines. Ça va pas au-delà de ça. Et après, on peut passer à une autre revue, on tourne la page, on tourne le chapitre et on passe à autre chose, quoi. Non, un entraîneur, en général, il a un savoir-faire et une expérience et un savoir-être et une façon de l'enseigner qui lui est propre, et c'est important avec humilité d'accepter que cet entraîneur-là, il faut rentrer dans sa logique à lui plutôt que celle que notre ego nous imposait. Voilà, il est là l'importance d'un professionnel. Oui. On va passer au mot suivant. Donc au I, tu nous dis que la planification doit être individualisée justement, en visant une... Et tu vas expliquer le terme suivant. Oui. Donc, c'est
L'individualiser, ben, c'est ce qu'on évoquait avec l'entraîneur qui doit être de plus Voilà. en plus à l'écoute de l'athlète. Un athlète qui a été en premier lieu à l'écoute des plans d'entraînement, de la planif d'entraînement, des étapes de la planif d'entraînement de l'entraîneur. Et donc, plus il y a cet échange entre l'athlète qui apprend à se connaître et qui renvoie les informations nécessaires à l'entraîneur, et plus il y a l'expérience de l'entraîneur qui permet d'individualiser l'entraînement à l'athlète, et plus on a une individualisation précise à la fois de la planif de l'entraîneur et à la fois du suivi de cette planif par le coureur, par l'athlète. Parce qu'encore une fois, une bonne planif, c'est de la théorie, alors que le suivi de la planif et l'ajustement au quotidien de cette planif, c'est de la pratique. Et entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Donc l'entraîneur, plus il est expérimenté, plus il est savant en la matière et plus il est capable d'avoir une planif très précise et très individuelle, mais elle ne sera jamais assez précise et individuelle ou autant précise et individuelle qu'elle ne le sera après le retour de l'athlète. Le retour, le feedback que l'athlète donnera à l'entraîneur. Donc cette individualisation-là, elle est primordiale. Donc ça demande à l'entraîneur d'écouter beaucoup son athlète et d'apprendre à le connaître. Et ça demande aussi à l'athlète d'apprendre à se connaître lui. Et ça demande à l'athlète d'apprendre à connaître la vision et la théorie de l'entraîneur. Très bien. Donc ensuite, tu nous parles de récompense et de reconnaissance. Oui, donc paramètres de tir, on avance, hein, Mmh. trajectoire, individualisation, et après le R pour récompense et reconnaissance. En effet, il faut qu'il y ait des récompenses régulières, sinon on perd la motivation. Donc l'entraînement doit tenir des objectifs précis avec des étapes précises et toujours beaucoup d'ambition, mais comme l'ambition, ça nous offre des fois des écartèlements très grands de temps et de patience avant d'arriver à l'objectif prévu, ben, il faut des étapes intermédiaires, des échelons de l'échelle intermédiaire et des récompenses et des moyens de reconnaissance intermédiaires. Parce que plus un objectif est grand et plus il demande du temps et plus il demande du monde pour pouvoir être entouré et bien entouré et pour pouvoir bien suivre les plans d'entraînement. Et plus ça demande donc des étapes avec un bon plan d'entraînement très précis et plus ça demande donc des récompenses intermédiaires ou en tout cas ce sont des prétextes de récompenses intermédiaires pour tenir la cadence sur le long terme. Donc, en effet, cette reconnaissance et ces récompenses, si possible, qu'elles soient le plus proches de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque que extrinsèque. On en parlait donc à l'interview précédente. Une motivation donc et des récompenses plutôt proches de ce qui nous plaît nous et en relation directe avec l'objet et pas des récompenses et des reconnaissances ou des besoins de récompense et des sentiments de récompense et de reconnaissance qui sont trop autour de considérations extérieures. Pour faire simple, de la récompense en argent, en gloire, en paillettes, en bling bling sociétal. On est vraiment plutôt centré dans une motivation intrinsèque qui est ce plaisir que l'on retrouve dans l'objet purement recherché, qui est un, de courir, deux, de progresser, trois, de s'entraîner pour progresser, trois, de progresser en apprenant à se découvrir, à se connaître, quatre, en s'approchant toujours plus d'un objectif qu'on sent qu'on a calibré, et que ce calibrage-là nous amène vraiment à nous dépasser et que ce dépassement va nous permettre d'atteindre l'objectif cible, si possible, le jour J. Voilà. Donc vous voyez que c'est toute une démarche, une aventure où le but n'est pas le but n'est pas une fin en soi, mais quasiment la trajectoire et le chemin. Le but, c'est plutôt le chemin que la fin en soi, quoi. Le but n'est pas une fin en soi, ni la fin de finir un objectif si précisément que ça. C'est en même temps d'apprendre tout ce que l'on peut apprendre en chemin. Parce que les deux nous aident à progresser. Le chemin autant que la réalisation d'un but en bout de chemin. Et la dernière lettre de l'acronyme, Laurent, le mot sensé, porteuse de sens. Oui, donc en effet, on parlait de récompense avec une motivation intrinsèque, une motivation
qui nous ramène sur le plaisir et des récompenses en lien direct avec l'objet et en lien direct avec ce qui nous attire à l'objet, et pas sur de la récompense en argent, en reconnaissance de gloire et de paillettes et ainsi de suite. On fait ça pas pour les autres mais plus pour soi, même si après, une fois qu'on le fait pour soi et qu'on a grandi au travers de ce cheminement personnel et de cette réalisation d'objectifs personnels, on peut après le transmettre auprès des autres. Mais en tout cas, la première des motivations était, et des récompenses recherchées étaient plutôt personnelles et plutôt de l'ordre de la motivation intrinsèque. Plus on va vers cette motivation intrinsèque et plus on arrive au sens. Plus ça a du sens, plus on s'est créé du sens, plus on s'est donné du sens, plus naturellement le sens que l'on avait du mal à trouver en les choses que l'on faisait s'est défini au fur et à mesure. Et souvent, le problème de ceux qui ont une perte de motivation régulière ou assez grande, même si c'est peu régulier, c'est qu'il manque de sens et qu'à un moment donné, dans leur vie, il y a un creux de vague par rapport à toutes les sinusoïdes dont on a parlé avant, les trajectoires et les courbes que l'on doit accepter, tolérer et respecter. Dans ces moments un peu plus creux, on a perdu à la fois de vue l'objectif, mais aussi le sens qui allait avec cet objectif. Donc, en général, il faut toujours qu'il y ait ce sens-là qui soit respecté. Donc, un bon objectif bien ciblé, avec une bonne planif bien étagée sous forme d'étapes progressives, acceptant et tolérant les trajectoires, doivent nous amener également à trouver le sens ou à garder le sens constamment. Donc, on le garde notamment en trouvant du sens, toujours et encore plus profondément et intimement, par rapport à le cheminement qu'on est en train de faire, qui nous amène à l'objectif, quoi. Et c'est logique, hein. Plus on a trouvé le sens qui nous amène à un objectif, et plus on va plus le perdre, cet objectif de vue, et on va garder la motivation qui nous y amène de proche en proche, d'étape en étape. Est-ce que tu penses que la performance est dépendante d'une bonne planification, justement? Il y a des performances dont on se demande comment elles sont faites, tellement la planification a été brouillon et fouillis. Bon, on est d'accord. Mais en vous répondant par la négative, je réponds à la question également. Oui. En effet, plus la planification est précise et plus la performance est optimisée, maximisée, assurée. Donc, il n'y a pas de performance sans planification. Il n'y a pas de performance sans paramètres de tir qui nous aident à avoir une planification bien orchestrée. Eh bien, merci Laurent pour cette belle analyse, pour toutes ces informations qui nous permettent de comprendre que cette planification est importante pour progresser et progresser en se faisant plaisir. On va se retrouver dans un prochain épisode, Laurent, avec un sujet difficile pour tous les sportifs, à savoir la blessure chez le coureur. Oui, en effet, la blessure demande aussi beaucoup d'humilité également, et demande de savoir réviser de nouveaux paramètres de tir pour garder en vue l'objectif cible, voire des fois l'adapter, l'ajuster, le repousser ou le changer. Voilà, donc en effet, on en reparlera plus précisément de ce qu'il en est, de comment vivre la blessure en tant qu'athlète. C'était pas facile, et encore moins facile pour l'environnement, je vous dirais. L'environnement de l'athlète. Merci Laurent. Bonne journée à vous. Bonne séance à tous. Ciao.